Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dont je vous ai déjà présenté le concept dans une ancienne vidéo, enfin je l'ai déjà fait. Là j'avais 5 nouveaux ou 10 nouveaux titres à vous présenter et donc je vous retrouve pour le concept Si tu as aimé, tu aimeras. C'est très simple, c'est-à-dire que je vais vous présenter un livre et si vous avez aimé ce livre ou qu'il vous tente, un autre qui ressemble ou qui a un petit peu les mêmes thématiques ou la même dynamique pourra également vous plaire. Les plus récents en date que j'ai lus et en plus avec pas beaucoup de différence entre les deux, c'est si vous avez aimé Légende et Latte de Travis Baldree, vous allez aimer Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisvik. Je galère toujours autant à dire ce nom. Rapidement de quoi ça parle si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous en avez entendu parler, Légende et Latte, on est sur une histoire de cozy fantasy où l'on y suit Vi, une orque, qui en a marre des quêtes, qui en a marre du combat, du sanglant, de tout ça. Elle veut juste ouvrir un café en fait, tout simplement. Et c'est un pari risqué que lance Vi, car dans la ville de Twin, tous les habitants, les elfes et autres, ne connaissent absolument rien de ce breuvage qui paraît peu ragoûtant quand on ne le connaît pas. Dans l'ensemble, on est sur un univers qui est très cosy, très calme, avec en fond une petite intrigue quand même qui se passe, qui rappelle un petit peu son passé, mais dans l'ensemble, c'est quand même vraiment un univers très cosy, très doudou, à lire avec déroulé à la cannelle et un thé dans l'autre main. Franchement, si vous voulez avoir faim, avoir un univers très calme et très doudou, c'est celui-ci qu'il vous faut. Si vous l'avez aimé, pour moi, vous aimerez Du thé pour les fantômes, qui est un petit peu plus loufoque, je l'avoue, mais on est également sur de la cozy fantasy, où l'on y suit deux sœurs, Agonie et Félicité. Agonie est une sorcière et Félicité est une passeuse d'âme. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées, c'est la règle. Les deux sœurs ne se parlent absolument plus depuis des années et des années, depuis même leur jeunesse par rapport à un événement qui s'est passé ou même leur nature, jusqu'au jour où elles ont besoin de se retrouver pour faire un deuil commun, pour tout simplement retrouver la trace d'un être cher disparu ou recherché qu'elles ne retrouvent plus. Et pour tout vous dire, c'est écrit: entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie et écoutez leur histoire. Autant vous dire qu'ici aussi on est sur une thématique très calme, très cosy, où on va se poser, où on va suivre ces deux sœurs qui sont complètement opposées, complètement différentes, où il y a une petite thématique quand même qui aborde un sujet assez fort, assez prenant et assez poignant, puisqu'on a déjà la thématique des sœurs, de la fraternité, mais également donc du lien par rapport à leur mère qui a une place très importante, mais tout en restant dans un univers très calme, un petit peu contemplatif mais pas que, et pareil, c'est à lire sous un plaid, devant sa cheminée ou avec une pâtisserie. Franchement, si vous avez aimé l'un, pour moi vous aimerez l'autre, c'est obligé. On va continuer avec un autre livre dont je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans ma vidéo, des romans qui parlent de deuil mais surtout de vie. Et si vous avez aimé Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, vous ne pourrez qu'aimer 7 jours pour vivre, je ne sais plus de qui. Tout le bleu du ciel, si vraiment vous ne connaissez pas, est-ce que je me lance dans un résumé, c'est tout simplement Émile, un jeune homme de 26 ans qui se lance sur le site de petiteannonce.fr. Il est condamné par un Alzheimer précoce et il cherche une compagne ou un compagnon de voyage pour partir dans un dernier périple en camping-car. Et 7 jours pour vivre, c'est un homme qui apprend qu'il lui reste plus que 7 jours pour vivre, qui se fait percuter par une petite mamie sur un trottoir et cette petite mamie lui dit venez prendre une part de tarte ou un café ou quelque chose comme ça, et lui il dit qu'est-ce qu'elle me raconte celle-ci? En fait, il se fait embarquer dans cette vie qui est... Il n'y a pas plus authentique comme vie, plus réelle. Et les deux, je trouve, ces deux romans se répondent, ces deux romans vont ensemble. Ça traite du deuil, de la vie, de profiter de chaque instant, vraiment de la vie quand on a conscience de vivre et qu'on a conscience que se lever chaque matin c'est vraiment une chance et vraiment quelque chose de très beau et qu'on peut remercier en fait notre corps, notre esprit, que tout aille bien, que vraiment on soit en bonne santé, etc. Et pour moi, si vous avez aimé l'un, vous ne pourrez qu'aimer l'autre. Les deux sont autant bouleversants, les deux sont aussi prenants, sont aussi impactants, autant par leurs personnages principaux que par les personnages secondaires. Vraiment, moi j'ai adoré. Celui-ci a été, est une de mes lectures préférées dans tous mes livres. Et 7 jours pour vivre arrive, je dirais pas forcément loin derrière, mais disons que
si tout le bleu du ciel me fait penser à un autre roman, c'est 7 jours pour vivre que je cite sans hésitation. On va partir maintenant dans de la science-fiction, voire du space opéra avec un peu de fantasy limite mêlée dedans. Si vous avez aimé La Sphère d'Alexiane de Lys, vous ne pourrez qu'aimer La couleur des nébuleuses de Amandine Peter. Dans La Sphère, qui est un one-shot, on y suit tout simplement où c'est écrit dans un futur pas si lointain, un terrible virus a frappé la Terre et a fait disparaître tous les hommes de sa surface, épargnant mystérieusement les femmes. Pour s'évader dans ce nouveau monde, il faut passer par la sphère. Des simulations permettent de découvrir de nouveaux horizons, des époques passées au futur, mais aussi des hommes. On y suit Noria qui mène une vie de rêve et qui va vouloir tenter cette simulation. Sauf que quand elle se laisse entraîner dans cette simulation par sa meilleure amie, elle se doute que sa vie de rêve, sa vie parfaite, va juste tourner au cauchemar et va complètement virer. Et comme petite phrase, c'est écrit: existe-t-il réellement une frontière entre l'imaginaire et le réel? C'est un one shot que j'avais beaucoup aimé où pour moi on ne peut pas deviner la fin jusqu'à arriver à la fin. Vraiment. Et pour La couleur des nébuleuses, cette fois-ci nous sommes sur un tome 1 où on se situe en 2198 où les nébuleuses apparaissent. Ce sont des petites particules aux propriétés miraculeuses qui font l'objet d'un conflit religieux depuis leur apparition dans la galaxie. Nous y suivons donc Annie qui est une intouchable et qui va enfin rentrer dans l'ordre plutôt, du nébularium. Elle fait la rencontre complètement inopinée avec Storm, personnage que tout oppose entre Annie et Storm, qui est lui le commandant de la Maraudeuse, donc qui est un vaisseau. On est sur une histoire de quête de vérité qui bouleverse complètement tout ce que nos personnages savent ou pensent savoir depuis des années, voire des milliers d'années. Et ils vont tenter ensemble de lever le voile sur des secrets enfouis depuis bien trop longtemps, bien sûr, non sans difficulté. Pourquoi si vous avez aimé l'un, vous aimerez l'autre? Tout simplement parce qu'on est dans un univers pour moi qui, entre guillemets, se ressemble, vraiment entre gros guillemets. Après, je ne lis pas beaucoup de science-fiction, space opéra, de choses comme ça, mais pour moi, vraiment, ça m'a fait penser à ce côté un petit peu nébuleux, un petit peu flottant de l'univers, tout en sachant que j'ai quand même une petite préférence pour La Sphère parce qu'on n'est pas du tout non plus sur les mêmes thématiques et sur le même univers. Là on est dans une simulation, que dans l'autre on est vraiment dans un vaisseau sur une autre dimension, dans le futur, etc. Enfin là aussi on doit être dans un futur puisque c'est écrit un futur pas si lointain. Mais en tout cas voilà, si vous avez aimé l'un, pour moi vous pouvez tenter votre chance avec l'autre. Est-ce que je vous présenterai pas maintenant deux petits thrillers psychologiques que j'ai lus il y a très longtemps mais qui pour autant ont toujours leur place bien ancrée dans ma petite cervelle? Si vous avez aimé Puzzle de Franck Tillier, pour moi vous ne pourrez qu'aimer Les Amelliers de Caroline Mertz. Vous allez me dire on n'est pas du tout sur la même thématique, mais pour moi il y a quelque chose, un point fondamental qui se ressemble, non. Pour moi, si vous avez aimé ça dans un livre, vous ne pourrez qu'aimer l'autre dans le deuxième livre. Pour vous faire un petit résumé rapide, nous allons commencer par Puzzle, où l'on y suit deux protagonistes qui sont Ilan et Chloé. Ce sont deux spécialistes de chasse au trésor qui ont toujours rêvé de participer à une grande chasse au trésor dont on ne connaît que le nom. C'est vraiment le jeu ultime de la chasse au trésor, c'est Paranoia. Le jour venu où ils peuvent participer à cette chasse au trésor, ils reçoivent deux règles. La règle numéro 1, tout ce qui se passe dans ce jeu n'est pas réel. La règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Sauf que quand nos deux personnages commencent à trouver un cadavre sur les lieux, le jeu et la réalité commencent à se confondre. La paranoïa peut alors réellement commencer. J'avais adoré ce livre, que ce soit sur toute sa longueur et sur la fin qui est un revirement, un retournement de situation absolument énorme, vraiment. Puzzle, si vous voulez un thriller ou même une histoire avec une fin dont on ne se doute pas, mais allez le lire à fond, vraiment c'est un que je peux le plus vous recommander. Mais également et bien évidemment, comme vous avez deviné, Les Amelliers de Caroline Mertz, où on pourrait se dire mais tu nous proposes un thriller et à côté de ça tu nous proposes une romance. Oui mais c'est pas que une romance, parce que vous savez que moi et les romances je peine. Mais dans cette histoire, on y suit tout simplement Maypole qui est dans un monde où on ne peut voir en couleur seulement lorsqu'on a trouvé son âme sœur. Et elle se retrouve malgré elle à avoir sa signature en bas d'une feuille dont elle se retrouve propriétaire d'un étrange manoir, bien évidemment qui est réputé pour être hanté. Oui, parce que sinon c'est pas drôle du tout. Donc elle n'a d'autre choix que de se lancer dans la rénovation de ce manoir. Dans ce manoir qui se nomme Littlewood Residence, elle fait la rencontre de Gabriel, un ange déchu.
Là, elle se demande est-ce qu'il est réellement apparu en rêve ou en réalité. Au fil des jours, de plus en plus d'événements paranormaux se produisent autour d'elle et elle décide tout simplement d'essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe et de rester en vie surtout. Je suis la première que quand on me parle d'anges déchus, d'âmes sœurs, etc., je suis vraiment la première à fuir parce qu'on me parle de romance avec un ange déchu ou de choses comme ça, je dis non, 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 non. Mais alors là, croyez-moi que c'est une petite partie par rapport à tout le reste. On a de l'angoisse, on a du suspense, on a les poils qui se hérissent, on a vraiment toute cette ambiance qui est dépeinte. Vous voyez vraiment le manoir avec une petite personne à la fenêtre, comme vous pouvez observer sur la couverture, chose que moi je n'avais pas vue avant de lire le livre, avec une couverture très belle. Et pourtant, cette couverture regorge de signes qui nous annonce un petit peu la couleur beaucoup plus sombre de ce roman. On a pour moi des descriptions qui font froid dans le dos. Je me souviens de certaines choses où on lit, on fait non c'est pas et pour autant, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman, enfin que j'ai encore plus adoré et qui pour moi, si vous avez aimé Les âmes liées, vous ne pouvez qu'aimer Puzzle, c'est que la fin, mais la fin c'est pareil, on ne s'y attend pas. Il y a un de ces revirements de situation, il y a un de ces trucs qui se passent. Je crois que j'ai dû lire la fin au moins 2 ou 3 fois pour me dire attends, c'est ça là? C'est ça qui est en train de se passer? Et je vous jure qu'on ne peut pas deviner avant de l'avoir lu. Vraiment, on ne peut pas. Tant, croyez-moi que j'ai échafaudé plein de plans, plein de trucs. Je me suis dit oui, c'est juste l'univers qui est comme ça. Bon, l'univers n'est pas juste comme ça, mais c'est absolument exceptionnel. Et franchement, moi j'avais adoré ces 2 lectures qui me restent bien en mémoire. Et pour les 2 derniers que j'ai à vous présenter, pour moi, c'est si vous avez aimé Lonely World de Iwatobi Neko, vous ne pourrez qu'aimer Créature d'Apocalypse de R. Onsedor. Ici nous sommes sur un manga, ici nous sommes sur un recueil de nouvelles, les 2 ont été des coups de cœur. Dans Lonely World, nous sommes sur une saga qui est complète en 5 tomes, donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'au moins c'est pas une saga de 40-45 tomes indéfinis où les choses n'avancent pas vite. Là pour le coup, elle est conclue en 5 tomes. Ici nous y suivons Shi, une petite fille qui se retrouve propulsée dans un univers où les humains ont disparu depuis bien longtemps, remplacés par des golems qui ont pour fonction de maintenir le monde, la société et tout ce qui est en cours. Alors que cette petite fille, Shi, est sur le point d'être capturée, il y a un des golems, Bulb, qui décide de la prendre sous son bras et de l'emmener voir son maître, sauf que celui-ci est décédé depuis bien longtemps. Lorsque Shi réussit à lui faire prendre conscience que son maître n'est plus, le robot enclenche le mode autodestruction et la fillette panique. Puisqu'évidemment ce robot est son unique soutien, la seule personne qui peut la protéger, et donc elle décide de lui donner une dernière mission, la sauver elle, dernière humaine encore présente. Et ici c'est vraiment décrit comme étant un univers à la fois poétique et inquiétant où l'humanité a repoussé trop loin les limites de la science. Et j'ai adoré cette saga. Et dans Créature d'Apocalypse, on nous dit ils sont faits de chair ou de métal et soumis à l'obsolescence programmée, jusqu'où ira leur loyauté. C'est pareil, on est sur une histoire de nouvelles où l'on y suit des animaux, entre guillemets, à moitié animaux, à moitié robots, où pareil, les humains ont voulu repousser trop loin la science, ont voulu repousser trop loin les tests, ont voulu repousser trop loin leur assouvissement, leurs décisions, et ce truc de vouloir posséder les animaux que, au bout d'un moment, on se demande encore si on est dans l'humanité ou l'inhumanité. Vous aurez bien compris sur quel point les 2 histoires se répondent, sachant qu'en plus là, comme je vous ai dit, on est sur un manga. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu différent d'un roman, n'hésitez pas. Et là on est sur un recueil de nouvelles qui est publié en auto-édition. Allez la soutenir parce que les nouvelles étaient géniales. J'ai adoré, vraiment, il a fait partie de mes coups de cœur. Lonely World aussi en tant que manga a fait partie de mes coups de cœur. Mais pour moi, si vous avez aimé l'un, vous ne pourrez qu'aimer l'autre. Et si jamais il y en a un qui vous tente, l'autre vous devrez vous tenter également. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que certains de ces titres auront pu vous intéresser. En tout cas vraiment je l'espère parce qu'il n'y a que des bonnes lectures et il y en a que j'ai lu il y a maintenant plusieurs années. Par exemple Créature d'Apocalypse, je sais que je l'ai lu il y a au moins 3 ans à peu près. Et que Puzzle de Franck Tillier, que Les âmes liées de Caroline Mertz, tout ça c'est des livres que j'ai lus il y a encore plus longtemps il me semble. Et pourtant j'en garde des souvenirs quasiment intacts de certaines parties de l'histoire, donc pour vous dire ils m'ont bien marqué. En tout cas et comme toujours j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!